BFM Business présente la grande interview. La grande interview, c'est Marie-Ange Debon, la présidente du directoire de Keolis qui est avec nous. Bonsoir Madame Debon. Bonsoir, filiale de la SNCF, l'un des leaders mondiaux bien sûr de la mobilité partagée. Alors sur toutes ses formes, il y a du bus, du métro, du car, du tramway, du vélo. J'ai vu du funiculaire aussi. La liste est exhaustive là Madame Debon ou pas? Du trolleybus, aussi, du ouais. train. Ouais. Donc on a toute la palette et puis on accueille avec grand plaisir la marche aussi parce que on considère que la marche fait partie évidemment d'une approche sur un territoire donné avec le transport public. La marche va très bien. La marche va très bien aussi. Comment est-ce que vous regardez ce débat sur le métavers? C'est pas pour vous ça, tout ça a priori? Non, mais toute la partie digitale c'est pour nous. La réalité virtuelle, les formations. On fait beaucoup de formations de nos conducteurs avec des simulateurs. Ouais. Vous pouvez simuler un trajet de tram, un trajet de métro. Vous apprenez à conduire, vous pouvez apprendre à conduire un bus. On peut apprendre avec à conduire des simulateurs. Avec des simulateurs aujourd'hui. C'est un peu comme un jeu électronique. Absolument. Et alors Keolis aujourd'hui, combien de salariés? Keolis, 68 000 collaborateurs. On a à peu près la moitié de nos équipes en France et la moitié dans 12 pays. Ouais. Donc on va dire à peu près 40 000 en France, un peu plus en France. Et nous sommes présents dans toutes les grandes villes de France et dans 12 pays, Europe, États-Unis, Australie. Nous sommes présents aussi au Moyen-Orient, à Dubaï et au Qatar. Et puis on gère la ligne de Hyderabad en Inde et des lignes à Shanghai. Et c'est aussi l'objet de votre présence ce soir. C'est des contrats qui s'accumulent. Il y en a eu récemment du côté de l'Australie, du côté des Pays-Bas, du côté de la Suède. L'Australie, je voyais, c'est votre deuxième marché après la France. On va en parler dans un instant, juste parce que je vois que sur le Grand Paris, il y a des choses qui vont se décanter au mois de mai. Sur certaines lignes de métro, la 16 et la 17, si je ne m'abuse, ça va être attribué au mois de mai. Là, vous êtes confiante, Madame Debon En tout cas, le Grand Paris Express, il y a plusieurs projets en cours, donc des lignes de métro automatiques qui arrivent. Vous avez la ligne 16-17, la ligne 15. Les deux arrivent à l'été. En tout cas, les attributions d'opérateurs seront à l'été. Puis après, il y aura la ligne 18. Donc c'est vrai que Grand Paris, c'est des énormes projets. Et en effet, deux lignes nouvelles dont l'ouverture sera un petit peu décalée. Mais nous, il nous faut du temps pour prendre en main. Le nouvel opérateur doit prendre en main. Vous êtes confiante ou pas, le fait d'avoir réussi à vous démarquer sur le segment du métro automatique? Est-ce que ça vous rend confiant finalement, ces échéances? Keolis est le premier opérateur au monde en métro automatique. On a été historiquement le premier à lancer Lille. 40 ans, hein, c'est ça? Il y a 40 ans, exactement. Nous, en kilomètres gérés, on est de loin le premier opérateur. On a, c'est vrai, des endroits aussi différents que Rennes ou Dubaï. On a mis en service la deuxième ligne pour le compte de la métropole de Rennes en septembre. Donc oui, on est très confiant sur le Grand Paris Express. J'espère qu'on aura une place de choix. On vous le souhaite. Et puis pour le réseau de bus historique de la RATP, qui sera lui aussi ouvert à la concurrence de façon graduelle à partir de 2025. Est-ce que là aussi vous concourez pour de nombreux lots? Oui, en fait... Paris et la petite couronne, donc notamment 75, 92, en partie 93, sont ouverts, sont en train d'être ouverts à la concurrence. D'une certaine manière, Paris et le cœur parisien était un peu une anomalie en France, puisque toutes les villes sont gérées par des opérateurs à l'issue d'appels d'offres. Donc c'est la concurrence qui sévit partout en France. Et puis même dans la grande couronne parisienne, ce qu'on appelle le réseau Optile, donc sur les départements les plus éloignés du cœur parisien, tout est en concurrence aussi. Donc on rentre maintenant en effet dans la dernière phase. Il y a 12 lots concernés. Et bien évidemment, on a déjà répondu, je crois, 6 lots. Donc nous sommes ça sera aussi confiants, en tout cas on est très motivés. Il faut l'être effectivement. Votre feuille de route, de toute façon, je ne sais pas si vous le dites officiellement, c'est de faire baisser la part de la voiture dans les déplacements. Mais en 2023, ça reste quelque chose de très très délicat, on le voit bien aujourd'hui. Je crois que vous donnez un chiffre, 85% des déplacements au sens large en voiture se font en France. En voiture, c'est ça. On doit, notre objectif, c'est de réduire cette place. En tant qu'opérateur de transport public, on pense que les transports publics ont une place plus grande à jouer. Très simplement, c'est à la fois clé pour tout ce qui est décarbonation, de très très loin. On est l'outil principal.
Le transport en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre et l'essentiel vient du transport routier. Les transports publics, sur ces 30%, c'est une part infime. Donc, priorité à la transition environnementale où les transports publics ont un rôle très important à jouer. Et puis, sur la congestion, il y a quand même plusieurs villes françaises qui souffrent de congestion, et puis il y a d'autres villes qui souffrent au contraire d'être enclavées, ou des territoires qui sont enclavés. Et là aussi, nos bus, nos cars, tous nos moyens de transport, nos trams, nos métros peuvent jouer un rôle dans cette décongestion et désenclavement. Donc oui, notre objectif, c'est de réduire de quelques points la part de quelques points, oui, parce que bien évidemment, il y a des territoires qui devront toujours être reliés par la voiture. On n'imagine pas qu'il y ait un tout transport public, bien évidemment, mais c'est de penser les transports publics sur un territoire. Mais alors quand même, parce que sur les transports publics, justement, dont on parle, 60% des personnes que vous transportez se déplacent en mode électrique. Donc, on sent quand même que c'est une tendance de plus en plus prégnante. Oui, parce qu'il y a d'une part les métros, bien sûr, les trams, les bus automatiques, bien sûr, tous les bus électriques qui ont commencé à se développer. Nous, si on prend les grands réseaux de métro hors de Paris, nous on est présents sur Lyon, on est présents sur Lille, Rennes. Donc, évidemment, on transporte Rennes. Je citais cet exemple. Instantanément, 100 000 personnes ont adopté cette ligne qui n'existait pas avant septembre 2021. Donc ça va très très vite. Il y a une vraie adoption. Le tram est un succès en France. Il y a beaucoup de lignes de tram qui sont très pleines et qui vont être accrues. Lyon a des projets pour continuer d'accroître. Donc c'est vrai que le tram, le bus et le métro, le bus de plus en plus électrique, sont des moyens d'être beaucoup plus verts et de réduire toutes les émissions. Premier sujet aussi, c'est d'augmenter ce que nous appelons la place des transports publics et donc de faire du report modal. Juste un mot encore sur la voiture, parce que je crois que vous dites vous-même, ce sur quoi il faut faire l'effort notamment, c'est les trajets de courte distance, 3-4 km. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de déplacements sur 3-4 km qui sont de courte distance et objectivement, avec le Covid, la part de la voiture s'est renforcée. Donc, on travaille tous collectivement parce qu'il ne faut pas non plus... l'offre est déterminante. Donc, il faut aussi qu'on ait une offre attrayante, accueillante, mais alors justement, et qu'elle existe. Voilà, c'est ça. Mais parce que vous êtes aussi le deuxième opérateur de vélo en France. Est-ce que sur les trajets courts, comme Guillaume Layet mentionne, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui choisissent le vélo plutôt que la voiture ? Oui, le vélo a plutôt cru. Nous, on vient de renouveler notre contrat à Bordeaux. Bordeaux, la métropole, fait un énorme effort. Non seulement elle a allongé son tram le week-end dernier, puisqu'il va jusqu'à Mérignac maintenant, mais en plus, ils ont fait un effort très significatif sur les vélos, tout type de vélos mis à disposition. D'ailleurs, avec cadenas connectés. Donc, on sait facilement poser son vélo. Donc, le vélo s'inscrit sur un territoire donné comme une alternative à la voiture. Votre mantra, c'est de dire qu'il faut rendre les transports publics plus attrayants. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour rendre les transports publics ? Il faut qu'ils soient à l'heure. On était à rude épreuve, notamment à travers le Covid, notamment. Est-ce qu'on a retrouvé d'ailleurs, est-ce qu'au passage on a refranchi la barre des 100% de trafic d'avant Covid? On s'en rapproche, mais oui, on a notre part de travail à faire pour les moderniser, que nos personnels contribuent. Ce sont des ambassadeurs aussi de ces transports publics, donc on travaille aussi beaucoup sur ce sujet, donc qu'ils soient évidemment respectueux des horaires, que nos trams, nos trains, dans l'ensemble de nos véhicules soient à l'heure, qu'il y ait une bonne fréquence. Donc ça, c'est aussi travailler à l'offre, parce que l'offre trouve son public quand elle est présente. Il faut évidemment qu'il y ait un sentiment de sécurité. C'est aussi des éléments qui sont très importants pour les passagers. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus, sur la sécurité ? L'éclairage, la présence humaine, l'éclairage sur les endroits qui sont les plus sombres ou les plus éloignés, ou tard dans la nuit. Évidemment, on travaille beaucoup avec les forces de police et les forces de gendarmerie sur certains territoires aussi. On forme nos personnels à la médiation aussi. Nos contrôleurs et nos médiateurs jouent un rôle dans ce domaine-là. Donc c'est toute cette panoplie d'outils qui peuvent rendre les transports plus accueillants. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi accompagner quelque part les collectivités locales ? Parce qu'il y a un sujet de coût. Enfin, ça coûte très cher. Un bus électrique, par exemple, c'est 400 000 € versus un bus diesel qui, lui, ne coûte que 200 000 €.
Oui, non, mais vous avez raison. C'est une des difficultés, un des obstacles de cette transition qui est en cours, mais qui avance quand même lentement, puisque si on regarde l'ensemble des bus en France, et l'écart c'est encore plus net. On a pour l'instant, pour les bus, environ 5% de bus électriques. Donc là, si je prends moi, ma casquette de présidente de la Fédération du transport public, on appelle de nos voeux des soutiens de l'ADEME, par exemple, pour que... du fonds vert, de l'ensemble des mécanismes que le gouvernement met en place pour qu'ils soutiennent les collectivités locales qui ont à faire cet effort de transformer leur flotte de véhicules, puisque c'est eux qui financent ces véhicules pour qu'ils soient de plus en plus verts. Donc, on est la mutation vers le biogaz, le biodiesel, et puis... aussi vers l'électrique. La durée de vie d'un bus diesel, c'est combien? C'est autour d'une vingtaine d'années, je crois. Oui, c'est ça. Donc, et l'âge moyen du parc, du parc, c'est une dizaine d'années. Oui, donc il n'y a pas forcément d'urgence pour beaucoup de collectivités. Au-delà de la question du coût qui peut être rédhibitoire pour renouveler le matériel, quoi. C'est ça aussi. Non, mais elles ont aussi un souhait de réduire les pollutions dans leur ville, à la fois la partie carbone, les autres polluants. Donc il y a beaucoup de zones, beaucoup de collectivités locales qui travaillent à l'air, à l'amélioration de la qualité de l'air, et donc qui sont très sensibles à cette activité. Et l'âge moyen du bus électrique? Les bus électriques, il y en a encore très très peu, donc ils sont tous récents. Les premiers ont commencé il y a peut-être 3-4 ans. Oui, mais enfin, j'imagine qu'on a une idée quand même sur la durée d'utilisation. Ils dureront probablement la même durée de vie. Voilà, vous avez des belles photos des bus Keolis, mais en effet, non, c'est une durée de vie on pense que ce sera une durée de vie assez similaire. On disait vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? 12 pays. Et c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'avoir plusieurs beaux contrats ces derniers jours, avec un très beau contrat en Suède en particulier, qui est en effet un bus électrique principalement, et puis en biodiesel. Et puis on a gagné un contrat de tram aux Pays-Bas aussi, donc là aussi électrique évidemment, et 2 beaux contrats aux États-Unis. Donc on a eu une moisson de contrats ces derniers jours qui nous satisfait, parce que évidemment, il nous renforce dans nos références, nos savoir-faire, bien sûr. C'est une preuve de confiance de nos clients. Et puis, il contribue nettement à la transition énergétique par la motorisation qui est obtenue. L'international, c'est 50% de votre activité aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça, Mais les contrats qui arrivent, évidemment, c'est formidable. Mais il faut que les embauches suivent aussi. Est-ce que vous n'avez pas un souci, notamment, de pénurie de chauffeurs ? Ça a été une des grandes questions de l'année passée, 2022. Je crois que Keolis a beaucoup essayé d'anticiper cette problématique qu'on a vu poindre dès fin 2021, avec de la communication. Donc faire des campagnes de recrutement, faire connaître le métier. Il n'est pas toujours bien connu, il y a parfois des préjugés. On essaie d'attirer des nouveaux profils. Des femmes, parce qu'on a moins de 20% Alors justement, de femmes. Le pourcentage, c'est moins de 20% de femmes conductrices. Et pourtant, c'est un métier... Moi, je parle très souvent avec des femmes quand je suis dans les réseaux. Et elles aiment le métier, elles sont fières. Donc, c'est un métier qui peut tout à fait être fait, bien sûr, par des femmes. On cherche les jeunes aussi qui ne sont pas toujours attirés par ces métiers. On a une capacité à faire bouger aussi professionnellement nos équipes, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer dans le bus, mais passer sur le tram ou sur le métro. Ils peuvent devenir contrôleurs, peuvent devenir régulateurs, ils peuvent encadrer des conducteurs sur des grandes lignes. Donc il y a une grande variété de métiers, et c'est important de faire connaître ce métier. Alors aujourd'hui, vous cherchez à embaucher combien de personnes ? L'année dernière, on a augmenté de 50% nos recrutements. Je pense qu'on va continuer cette année à maintenir l'effort qu'on fait. On a fait des programmes de cooptation, c'est-à-dire que nos personnels peuvent recommander des noms. Et puis l'année dernière, ça représentait à peu près 10 à 15% de nos recrutements. On a signé un partenariat avec l'établissement public Défense Mobilité, pour aussi, par exemple, la reconversion de militaires. Anciens militaires, j'ai vu ça. Absolument. Voilà. Donc c'est vraiment... On a lancé aussi, dans le cadre de la fédération, on a tous les opérateurs ensemble, on a lancé une campagne qui s'appelle Faites bouger les lignes. Voilà, on cible tous les publics pour faire connaître ce métier, nos métiers de la mobilité. Puis c'est un métier qui a du sens. Quand on a face à des jeunes, c'est un métier qui paye, parce que c'est aussi la question. L'attractivité, c'est aussi une question de salaire, madame. Oui, c'est un métier qui est rémunéré plus de 40% au-dessus du SMIC.
c'est un métier qui a des contraintes horaires, hein, parce que... Mais j'imagine que c'est le premier frein au recrutement, notamment des femmes. C'est vrai que c'est... pour certains horaires, mais ça peut être perçu en effet comme plus contraignant pour parfois les femmes qui n'ont pas forcément toujours la même place que les hommes dans le rôle, dans la cellule familiale. Ouais. Mais en fait, on travaille aussi sur le sujet de l'organisation du travail et donc de comment mieux prendre en compte les contraintes individuelles de chacun dans la programmation, ouais. Puisque informer plus en avance nos conducteurs sur la programmation, la planification. Voilà, c'est tous ces éléments. Et en termes de rémunération, encore une fois, dans nos conducteurs urbains, si je prends le métier de conducteur, qui est le principal de nos métiers en nombre, il est à peu près 40% au-dessus du SMIC. Avec des perspectives d'évolution de carrière par la suite. Exactement. Ouais. Il y a une progression de carrière qui est à la fois en rémunération et puis en évolution professionnelle qui est assez large. Il me reste quelques minutes, Mme Debon. Est-ce que les transports publics plus écolos, plus vertueux, est-ce que c'est forcément des transports publics plus chers ? Est-ce que c'est annonciateur de transports publics plus chers pour vous pour les prochaines années finalement ? Aujourd'hui, les transports publics sont en France en moyenne plutôt moins chers que la plupart des pays européens. En tout cas, notre objectif collectif, c'est de les rendre abordables. Et donc, en particulier, c'est des décisions qui appartiennent aux autorités organisatrices. Hein, donc, c'est pas Keolis, ce sont ses clients, c'est les grandes métropoles qui choisissent. Je pense qu'elles ont toute cette préoccupation que le tarif soit abordable. Et beaucoup ont développé ce qu'on appelle de la tarification ciblée, c'est-à-dire solidaire, ciblée. Donc, vous vous adressez à ceux qui ont les rémunérations les plus modestes, aux étudiants, aux jeunes, et vous pouvez avoir des tarifs extrêmement favorables pour ces populations qui ont le plus besoin d'être aidées. Mais pas forcément pour toutes les populations. Il faut se dire qu'un transport plus vert aura un coût. Et vous et moi, on peut payer nos passes ou nos abonnements. Vous avez des formules d'abonnement aussi qui sont extrêmement compétitives. Ce qui est vrai, c'est que je crois vraiment qu'il faut qu'on puisse mettre plus de moyens collectifs sur les transports publics si on veut favoriser ce qu'on évoquait, la décarbonation, la décongestion. Et donc plus de moyens, c'est soit plus de tarifs, donc que chacun contribue par son abonnement ou paye par les tickets ou les achats individuels, ou c'est la fiscalité. Et ni l'un ni l'autre n'est très sympathique dans le point de vue des passagers. Donc il faut qu'on travaille aussi à l'efficacité, c'est notre objectif aussi. C'est pour ça aussi que la concurrence a des mérites, c'est qu'elle nous oblige, elle nous stimule, il y a de l'émulation et on essaye d'être le plus efficace possible. Le digital est un moyen aussi d'être plus efficace sur l'information voyageur, sur la bonne connaissance de l'optimisation de tout ce qui est maintenance en particulier. Donc il y a plein de pistes pour rendre les transports publics plus efficaces et essayer de les rendre plus abordables. Pardon, je pousse un peu le bouchon. La gratuité des transports que certains agitent, que certains expérimentent, pour vous, est-ce que c'est un mirage fondamentalement ? En fait, il y a très peu de lieux de gratuité. Je pense que beaucoup d'agglomérations réfléchissent plutôt à la gratuité ciblée, comme je disais, sur des publics type... jeunes. En dessous des seuils de quotient familial, jeunes. Et donc, la plupart des métropoles ont mis en place ces systèmes, ce qui me paraît bien. Mais encore une fois, un des objectifs collectifs, c'est de développer l'offre. On voit que quand on développe l'offre, le public est là. Et souvent, pour certaines collectivités qui ont fait le choix il y a quelques années, mais c'est vraiment beaucoup moins la tendance aujourd'hui de passer à la gratuité. Et souvent, elles ont réduit l'offre. Donc c'est un choix qu'il faut bien réfléchir. Parce que... Mais est-ce que, quand l'offre est là, évidemment, ça implique des changements de comportement, en tout cas une meilleure offre. Mais est-ce qu'avec le développement du télétravail à quand même à grande échelle, est-ce que si on fait un peu de prospective, est-ce qu'on n'a pas un risque de démobilité ? On n'a pas vu de risque de démobilité généralisée. On voit, en particulier par exemple sur les seniors, les personnes âgées, une plus grande prudence à se déplacer, qui n'est peut-être pas revenue au niveau où c'était avant 2019. Mais on a d'abord
la partie trajet domicile-travail ne représente qu'environ 20 à 25% des déplacements. C'est relativement faible. Et puis, tout le monde ne télétravaille pas. Beaucoup, c'est peut-être, on va dire, allez, 25% de la population qui peut télétravailler. Et puis, vous télétravaillez pas tous les jours de la semaine. Donc, il y a bien sûr un impact du télétravail, mais en fait, très diffus. Il concerne principalement des métropoles qui ont des métiers administratifs aussi. Donc, il y a un vrai souhait. La mobilité, c'est aussi on parle souvent du droit à la mobilité, c'est la possibilité d'aller voir un match, aller voir un spectacle, aller suivre un cours, aller accès aux soins. On dit c'est le droit des droits, celui de la mobilité. Il vous donne accès, il vous permet de sortir. Donc c'est d'un endroit qui en tout cas, vous risque des jours heureux pour Keolis, parce que vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse maintenant celui de 2019. Absolument, voilà. Et plein de contrats à venir. Voilà, une année 2023-2024 riche, soit pour aller conquérir de nouveaux contrats, soit pour garder les contrats déjà. Très très belle en France, où on a renouvelé pas mal de contrats. Je mentionnais Bordeaux, mais Dijon, on a gagné le Mont-Saint-Michel, qui est un lieu emblématique, pour citer des contrats plus petits. Et puis, en effet, les contrats récemment gagnés à l'international, comme en Suède, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Merci de venir nous en parler en tout cas. Merci beaucoup Marie-Ange Debon. Merci de venir ce soir sur le plateau de BFM Business, la présidente du directoire de Keolis avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.